avez-vous déjà vu? Bonjour. Bonjour, dites bonjour. 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 Bonjour, John. Jurassic Park? Oh, attends. J'ai des répliques. Oh, Oh putain la trouille! Ça va pas de taper des pieds comme ça là? Je suis désolé. Oh, baby. Oh, baby. La saga Jurassic Park donc, une des sagas les plus connues du cinéma. Bon, je sais, on y pense moins qu'à Star Wars ou au Seigneur des Anneaux, mais hé, c'est moi qui décide. Malheureusement, cette saga est atteinte d'un syndrome, le syndrome Terminator. À savoir 2 épisodes plus que corrects, Et même hyper correct pour Terminator 2. Mais ça, on verra la prochaine fois. suivi d'une baisse de qualité dès que le ou les maîtres abandonnent le concept. Donc oui, là je parle bien des échecs du 3 et du remake. Enfin je veux dire, du 4. Donc revenons-en aux bases. 1993, épisode 1 réalisé par Steven Spielberg, sur un scénario de David Koepp, adapté du roman de Michael Crichton. Voilà, tout est dit. Excellente soirée, très bonne projection. Au début des années 90, difficile de faire mieux. Surtout quand tu te dis que c'est le film qui a popularisé les images de synthèse sur grand écran. Même si Terminator 2 avait bien entamé le travail 2 ans avant. Si, j'insiste. Et que les dinosaures réels ont été conçus par Stan Winston. j'ai dépensé sans compter. Mais je lui consacrerai un épisode à lui. Parce que le précurseur des animatroniques qui a donné naissance à des créatures mythiques comme le Terminator, la Reine Alien, le Predator, le chien de The Thing ou encore le pingouin, je crois qu'il mérite qu'on mène l'enquête sur sa mort. Moi, je suis sûr que c'est le cinéma moderne qui l'a tué. Bref, une valeur sûre. Et c'est en se rendant compte que c'est exactement le même socle pour le 2 que tu réalises à quel point ça part en couille dans le 3. Parce qu'à part l'ami Winston aux commandes des dinos, il n'y en a plus un qui est à son poste. La saga va populariser 3 personnages. Le T-Rex, le Vélociraptor, l'Indominus Rex, Zdelex. Non vraiment, sur ce coup-ci, ta gueule. John Hammond, le concepteur du parc, incarné par Richard Attenborough. Ian Malcolm, un mathématicien théoricien du chaos, fermement opposé au projet de résurrection des dinosaures, incarné par Jeff la mouche Goldblum. Et Alan Grant, un paléontologue incarné par Sam Neill, qui malgré son aigreur envers à peu près tout ce qui bouge, se révélera être le héros du 1 et du 3. Rajoute à ça peut-être une des plus belles musiques de film jamais composées. Putain, Anto, tes pieds! Eh putain, Anto, tu me fais chier. Combien de fois il faut te le dire? Ça tourne! Non mais là c'est pas moi. D'ailleurs, tu devrais éviter d'en parler. C'est comme Beetlejuice. Dès que t'en parles, il débarque. Et la musique donc, hyper efficace il me semble, hein. Composée par John Williams, le compositeur attitré de Spielberg. Et oui, ça veut dire que c'est également l'auteur de tout un tas d'autres chefs-d'œuvre. Rencontre du troisième type, Les Dents de la Mer, E.T., Indiana Jones... Mais bon, il y a d'autres trucs aussi, hein. Superman, Star Wars... Oui, c'est bon, je sais. Lui aussi, il mérite une vidéo. Attachez vos ceintures. L'histoire de cette saga, c'est simple. C'est les conséquences d'un rêve un peu fou. Jurassic Park. Le milliardaire John Hammond a décidé de ramener les dinosaures à la vie pour les exposer dans un parc d'attractions enclavé sur une île. Pas si con comme idée. Mais avant l'ouverture, pour rassurer les assurances et les investisseurs, il doit faire visiter ces installations à des scientifiques spécialistes des questions relatives à la résurrection de cette espèce. Mais un doute subsiste. Le dinosaure et l'homme, 2 espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer? Il va se passer qu'évidemment les dinosaures vont se barrer. Et c'est certainement pas faute à Malcolm d'avoir prévenu. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours prévenu. J'étais persuadé que c'était dans Die Hard cette réplique.
Alors évidemment, après quelques victimes inévitables, la priorité c'est plus la visite, c'est de se barrer. Ah, vous n'avez pas dit le mot magique. On peut partir? S'il vous plaît. Nos héros vont pouvoir s'échapper en hélico, laissant derrière eux le parc à l'abandon et l'île à la merci des dinos. Le monde perdu. Deux camps s'affrontent. Ceux qui veulent étudier cette île devenue une réserve naturelle et ceux qui veulent y récupérer des dinos pour retenter l'ouverture d'un parc en pleine ville cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas, je ne referai pas les mêmes erreurs. Non, vous en faites de nouvelles. Mais au bout d'un moment, avec les dinosaures, qui chasse qui? Bon, c'est vrai que dans les rues de San Diego, c'est beaucoup plus clair. Bon, on va peut-être leur foutre la paix maintenant. Parce que maintenant que tout le monde a compris que ça sert à rien de vouloir les exploiter, comment tu justifies un nouveau film? Jurassic Park 3. Ben tu le justifies pas. Tu prends un scénario chelou où le héros du premier repart sur l'île sans autre motivation que l'argent. Ça devrait rapporter ça, non? Non, pas ça, non, je vous en prie, Un bon film d'aventure, hein, faut être honnête. Mais dont tous les leaders du concept original ont foutu le camp. Même John Williams. Et ça, c'est quand même un signe. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des vélociraptors qui parlent et un T-Rex qui se fait humilier par un dinosaure de seconde zone. Bon allez, ça suffit là. Malheureusement, Jurassic World. Finalement, le parc a ouvert. Et face à la lassitude des spectateurs devant les attractions, les dirigeants ont décidé de créer de toutes pièces un nouveau dinosaure pour augmenter l'effet waouh. Des dinos, c'est bien assez waouh. Mon cul, oui! Évidemment qu'il va se barrer. Un dino serial killer dans un parc bourré d'autres dinosaures et de touristes. Le Serialus Killerus qui tue pour le plaisir. Prends l'effet waouh dans ta gueule, connard! Mais heureusement qu'il suffit de dresser des raptors pour aller l'attaquer. J'ai vomi. Rajoute à ça les Jurassic Avengers pour finir et tu peux brûler ton DVD. Enfin, regarde le film, tu comprendras. C'est vraiment un gros tas de merde. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. J'en vois deux. La qualité exceptionnelle du premier, et j'ai vraiment pas peur du mot. Qui peut me dire au premier visionnage où s'arrête le réel et où commence la synthèse? C'est ce mélange subtil qui fait la crédibilité du film. Rajoute à ça une parfaite utilisation de la magistrale partition musicale de John Williams et te voilà à visiter le parc avec de grands yeux d'enfant. Même 20 ans plus tard, je te le jure. La deuxième bonne raison concerne étonnamment le 4. Prends le temps de voir comme certaines scènes ne sont que de vulgaires copier-coller du premier. On n'est plus du tout sur de l'hommage là. Au mieux on est sur du pompage mode gorge profonde. Au pire on est sur du... Faut que ça marche là, faut que ça marche vraiment. Mais j'ai quand même peur de connaître la réponse. Je ne blâme pas les gens pour les erreurs qu'ils commettent, mais qu'ils en assument les conséquences. En revanche, si on se permet d'imaginer que le film est en fait une subtile critique du système hollywoodien qui en demande toujours plus visuellement au détriment du contenu, certaines scènes deviennent d'un coup beaucoup plus lisibles. Un exemple au hasard, le numérique de Jurassic World qui dévore le savoir-faire artisanal des Dents de la Mer. Et puis même si c'est mal monté, c'est pas le T-Rex, symbole du premier film, qui domine le parc à la fin? Moi je dis ça, je dis rien. Où as-tu trouvé ça? Est-ce que tu savais que l'effet d'onde dans le verre d'eau a été obtenu grâce à une corde de guitare placée sous le tableau de bord? Que le fameux cri du T-Rex a pu prendre vie grâce au barrissement d'un éléphanteau? Que pendant la dispute entre Hammond et Nedry, on voit passer sur un écran les Dents de la Mer? Là. Que dans le 2, le piéton qui se fait croquer, c'est David Kopp, le scénariste. Que le bateau qui transporte le T-Rex, le SS Venture, c'est le même que celui qui emmène King Kong à New York. Bon, et puis une dernière anecdote, c'est plus fort que moi. Là, je crois que Vince Vaughn, il pourra plus jamais compter sur ses doigts. La référence de l'alchimie des talents s'est faite en 93 et a donné naissance à une des sagas les plus populaires à travers les générations. Des hauts et des bas, mais au moins un classique universel qui a fait date et qu'on regarde avec toujours le même plaisir. Étant donné qu'ils sont partout, là, t'as pas peur qu'il y en ait un qui rentre? Non, me fais pas des peurs comme ça, toi. Maintenant, oui. Oh. Bon, et pour faire grimper le bas, je vais vous montrer le bas. Ah ouais, t'es déçu, hein? Ouais, ben en fait, t'as qu'à cliquer dessus, puis tu pourras voir ce qu'il y a derrière. Non mais c'est promis. C'est promis, vas-y. Pervers.